À l'été 2022, 4 colocataires d'université ont disparu lors d'un week-end de camping dans les montagnes de Pinolao. Aucun appel de détresse, aucun balisage. Leurs familles ont appris qu'ils s'étaient égarés et n'avaient jamais survécu à la nature sauvage. 2 ans plus tard, des randonneurs ont retrouvé leur SUV blanc garé derrière une maison abandonnée, le moteur froid, mais des vêtements propres suspendus sur une corde à linge improvisée, comme si quelqu'un venait de faire sa lessive. Ce qu'ils ont découvert dans cette maison abandonnée a bouleversé 2 années d'enquête sans issue et a plongé 4 familles dans le choc. Marcus Cross n'avait pas bien dormi depuis 2 ans. Il était de retour de mission depuis 8 mois, mais ses cauchemars ne provenaient pas d'Afghanistan. Ils provenaient d'un camping à Pinolao où la tente de sa sœur Sarah était vide, les sacs de couchage encore chauds comme si elle venait de sortir pour uriner derrière un arbre. L'appel est arrivé un mardi matin, alors qu'il réparait l'évier qui fuyait, dont sa mère lui parlait depuis des semaines. L'eau coulait goutte à goutte dans le seau en dessous, chaque goutte comptant les secondes depuis la disparition de Sarah. « Marcus, voici Tommy Brennan », dit la voix. Brennan travaillait à la police de Pinolao. Marcus posa la clé à molette et s'essuya les mains avec un vieux chiffon. Il connaissait ce nom grâce au dossier des personnes disparues qu'il avait mémorisé, chaque inspecteur, chaque témoin, chaque piste sans issue. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Des randonneurs ont trouvé quelque chose hier. La voiture de ta sœur, derrière une vieille maison sur Birch Creek Road. Le seau a débordé. L'eau a éclaboussé le linoléum de la cuisine que maman n'avait pas remplacé depuis les années 80. » Marcus serra plus fort le téléphone. « C'est impossible. Les équipes de recherche ont fouillé chaque centimètre carré de ces montagnes. Pas à chaque centimètre, fiston. Pas là où le shérif Mitchell leur a dit de ne pas regarder. » L'amertume dans la voix de Brennan perça le bruit parasite. Marcus avait déjà entendu ce ton ou celui de soldats laissés à l'abandon par leurs supérieurs, en sang, les mains couvertes de plomb. Qu'ont-ils trouvé? SUV blanc. Plaque d'immatriculation identique. Le matériel de camping de Sarah est toujours à l'arrière, sac de couchage, sa tasse à café préférée, celle avec les bréchures sur la poignée. Marcus ferma les yeux, imaginant Sarah au volant, chantant à tue-tête la chanson pop à la con qui lui trottait dans la tête. Ses amis riaient à l'arrière, Jessica avec son sourire contagieux, Claire prenant tout en photo, Megan lisant des cartes de sentier comme si elle préparait une opération militaire. Fenêtres baissées, l'air de la montagne fouettant leurs cheveux. 4 étudiantes qui pensaient que le monde était beau et sûr. Où est la maison? C'est ça le problème, Marcus. La maison n'a pas été abandonnée. Quelqu'un y a vécu, du linge propre sur un fil, de la nourriture dans le frigo. Comme s'il venait de sortir. Marcus sentit une sensation de froid lui remonter le long de l'échine et s'installer dans son estomac comme un morceau de glace. 2 ans à croire que sa sœur n'était que des os dans un ravin. 2 ans à voir sa mère s'endormir en pleurant, serrant le vieux sweatshirt de Sarah. 2 ans de culpabilité qui le rongeait comme de l'acide. Il aurait dû être là. Il aurait dû partir en camping au lieu d'être déployé à Kandahar. Il aurait dû la protéger. « Tu crois ?» demanda doucement Brennan. « Je pense que ta sœur ne s'est pas égarée comme on l'a dit. Je pense que quelqu'un ment à ta famille depuis 2 ans. » Marcus fixait l'eau qui s'accumulait sur le sol de la cuisine. Dans le salon, sa mère regardait la télévision le matin, le son baissé. Elle avait vieilli de 10 ans depuis la disparition de Sarah, cheveux gris, joues creuses, mains qui tremblaient quand elle pensait que personne ne la regardait. « Où est cette maison ?» demanda Marcus. Birch Creek Road. Ancienne route forestière, après les balises du sentier principal. Je peux vous indiquer le chemin. Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi pas la famille? Demanda Marcus. Brennan resta silencieux un long moment. Des parasites sifflaient dans le téléphone. Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un dans ces montagnes, et je sais que le shérif Mitchell ne fera rien pour y remédier. On dirait que tu as un passé avec le shérif. On pourrait dire ça. Le ton de Brennan était neutre.
Marcus a pris un stylo et a commencé à écrire pendant que Brennan lui donnait des instructions, tourner à gauche au portail cassé, suivre les ornières sur 3 miles, chercher la maison au toit vert. Brennan. Ouais. Merci. Ne me remercie pas encore, fiston. Ce que tu trouveras là-haut ne sera peut-être pas ce que tu veux entendre. La ligne fut coupée. Marcus fixait les instructions griffonnées au dos d'une facture d'électricité et l'écriture soignée de sa mère, adressée sur l'enveloppe. La même écriture soignée qui avait rempli les rapports de disparition, écrit des lettres aux politiciens, organisé des recherches. Elle n'avait jamais perdu espoir, même lorsque la police avait annoncé que Sarah était probablement morte, même lorsque les médias étaient passés à d'autres histoires. Il plia le journal et le fourra dans sa poche. Dans le salon, sa mère leva les yeux de son café. « C'était qui, ma puce ? » ? « J'ai du boulot, maman. Je dois m'absenter un moment. » Elle hocha la tête et retourna à son émission, une sorte de talk show où des gens heureux discutaient de problèmes heureux. Marcus attrapa sa veste et vérifia que son Glock était bien rangé dans son étui. Vieilles habitudes de la guerre, ne jamais quitter la maison sans armes. Dehors, son camion était garé dans l'allée comme un chien fidèle, une Ford cabossée avec 320 000 km au compteur et un moteur qui roulait à l'entêtement. Il monta à bord, démarra le moteur et la radio se mit en marche à une station de rock classique que Sarah détestait. « Éteins cette musique, vieux monsieur », disait-elle en tendant la main vers le bouton. Marcus l'avait laissé allumer. Quelque part dans les montagnes de Pinolow, la voiture de sa sœur était garée derrière une maison qui n'était pas censée être occupée. Et quelqu'un y vivait depuis 2 ans. Le trajet jusqu'à Pinolow prendrait 90 minutes sur des routes de montagne sinueuses comme des promesses non tenues. Marcus avait le temps de réfléchir. Le temps de se préparer à ce qu'il allait trouver. Le temps de se souvenir de la dernière chose que Sarah lui avait dite. Essayez de ne pas vous faire tirer dessus là-bas. D'accord. J'ai besoin que mon grand frère rentre sain et sauf. Il le lui avait promis. Il était temps de lui rendre l'appareil. L'atelier de Kevin Reed se trouvait dans une clairière à 8 km en contrebas de la montagne, entouré d'une forêt suffisamment dense pour étouffer les cris. Marcus s'approcha à pied à travers les arbres, sa vision nocturne révélant l'agencement du complexe comme une évaluation de cible militaire, un atelier principal avec des portes en bail et un éclairage industriel, des hangars de stockage disséminés sur la propriété, un conteneur d'expédition enterré qui lui donna la chair de poule lorsqu'il réalisa ce qu'il contenait probablement. Le camion de Reed était garé devant, le moteur encore en marche après une utilisation récente, des vapeurs d'échappement montaient dans l'air froid de la montagne. Marcus le trouva dans l'atelier, chargeant frénétiquement des dossiers dans une mallette métallique sous une lumière fluorescente crue. La cinquantaine, une barbe grisonnante, des mains calleuses, le genre de visage buriné auquel on faisait instinctivement confiance, celui qui aidait les randonneurs égarés à trouver le chemin de l'enfer. « Tu vas quelque part, Kevin » appela Marcus. Reed se retourna, les mains restant visibles dans le geste universel de quelqu'un qui savait qu'il était pris. Son regard était perçant, calculateur, cherchant déjà des angles pour survivre. La voix de Reed, contrariée, était ferme malgré le fusil pointé sur sa poitrine. J'espérais qu'on pourrait parler comme des hommes civilisés. À propos de quoi? Comment tu as donné des étudiants en pâture à de riches psychopathes pour le divertissement? Ce n'est pas si simple. Rien ne l'est jamais. Marcus gardait son fusil pointé sur le centre de gravité de Reed, le doigt sur la détente, la sécurité désactivée. Explique-moi ça. J'ai commencé petit. Une cliente. Une fille qui ne manquerait à personne. Fuir Seattle. Pas de famille, pas d'amis qui posent des questions. La voix de Reed était conversationnelle, comme s'il parlait de la météo ou des conditions de pêche locales. L'argent était trop beau pour être ignoré. 50 000 $ pour un week-end. Plus que ce que je gagnais en un an en travaillant honnêtement. Alors tu as décidé de devenir un kidnappeur professionnel. Les clients voulaient plus, des profils différents. Le réseau s'est développé naturellement. L'offre et la demande. Les bases de l'économie.
Marcus sentit la bile lui monter à la gorge. Ma sœur n'était pas une fugitive. Sarah et ses amis étaient des vedettes. Des étudiantes de bonne famille, des gens bien élevés, photogéniques. Les clients paient plus cher pour ce genre de qualité. La désinvolture avec laquelle Reed parlait de sa sœur comme d'une marchandise, cataloguant sa valeur comme du bétail aux enchères donnait envie à Marcus de se tirer une balle dans le crâne. Combien? 50 000 $ chacun pour l'acquisition initiale. Ensuite, les frais récurrents de maintenance, les revenus du streaming, les demandes spéciales. Reed désigna d'un signe de tête une installation informatique dans un coin, plusieurs écrans, des caméras professionnelles, des racks de serveurs bourdonnants de ventilateurs électroniques. Le dark web paie par spectateur pour le contenu en direct. Les artistes populaires gagnent 6 chiffres par an. Les fonctionnalités interactives coûtent plus cher. Marcus se sentait mal. Des fonctionnalités interactives? Les clients peuvent saisir des commandes et observer les sujets suivre les instructions en temps réel. Certains préfèrent les formules de chasse, lâchez-les dans les bois, traquez-les comme du gibier, et filmez le tout. Le modèle économique exige une documentation. La manière clinique avec laquelle Reed décrivait la torture infligée à sa sœur réduite à des indicateurs commerciaux et à des enquêtes de satisfaction client fit trembler Marcus. Il lui fracassa la crosse du fusil au visage. L'homme s'écrasa sur son établi, ses outils s'éparpillant sur le sol en béton. Le coffre-fort, maintenant. Reed s'essuya le nez en sang et conduisit Marcus vers un panneau caché derrière l'armoire à outils. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait la combinaison 7419 comme il l'avait promis à la radio. À l'intérieur, disques durs externes, liste de clients imprimés, registres financiers, preuves photographiques, le tout rangé dans des dossiers bien rangés. Tout est là, halta Reed en se pinçant le nez. Nom, adresse, relevé de paiement, fichier vidéo. Brûlez tout. Marcus s'empara des disques durs et des documents, les fourra dans son sac tactique suffisamment de preuves pour détruire tout le réseau et envoyer des dizaines de riches prédateurs en prison fédérale. Une dernière question. La fille de mon ami Brennan, Bethany, que lui est-il arrivé? Les yeux de Reed s'assombrirent, comme s'il s'agissait peut-être de regrets. Elle a tenu 3 jours avec le forfait de chasse avancé. Les clients adoraient sa combativité, et payaient des bonus pour les longues séquences de poursuite. Marcus lui a tiré dans le genou. Reed a hurlé et s'est effondré sur l'établi, le sang s'étalant sur le sol en béton. Où est son corps? Crête derrière le complexe principal, tombe anonyme avec les autres. Peut-être 20, 30 corps au total. Marcus parcourut l'atelier du regard, les caméras qui avaient filmé les souffrances de sa sœur, les trophées de chasse accrochés au mur pas des cernis des wapitis, mais des objets personnels de victimes, bijoux, téléphones, permis de conduire, un véritable musée de la misère humaine. Il sortit de son gilet tactique une grenade thermite, un incendiaire militaire dont la chaleur pouvait faire fondre l'acier et effacer les preuves. Que fais-tu? Je fais le ménage. Marcus activa la grenade et la lança dans l'ordinateur. Un feu de magnésium incandescent consuma les serveurs, les écrans, l'infrastructure numérique issue d'années d'horreur systématique. Reed tenta de ramper pour échapper aux flammes. Marcus l'attrapa par le col et lui attacha les mains dans le dos. Les familles méritent de savoir ce qui est arrivé à leur fille. Il traîna Reed dehors tandis que l'atelier brûlait, les flammes s'élevant vers le ciel nocturne telles des doigts purificateurs. 20 minutes plus tard, les sirènes de la police d'État retentirent sur la route de montagne, puis les véhicules tactiques du FBI, puis les fourgons des médias, avec leurs antennes paraboliques déployées comme des fleurs mécaniques. Marcus, assis à l'arrière d'une ambulance, regardait les agents fédéraux arrêter ce qui restait du réseau, le shérif Mitchell menotté, Reed sur une civière, en route vers une détention fédérale et une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sarah le trouva là, enveloppé dans une couverture d'hôpital, l'air fragile mais vivant. Ses amis restèrent proches Jessica, Claire, Megan, se soutenant mutuellement comme elles le faisaient depuis 2 ans. « Ça va ?» demanda Sarah, assise à côté de lui sur le pare-choc de l'ambulance.
Marcus regarda sa sœur, encore trop maigre, les yeux encore creux à cause d'un traumatisme qui mettrait des années à guérir, mais respirant, libre, n'étant plus une marchandise dans les affaires malades de quelqu'un d'autre. Je serai toi. Elle s'appuya contre son épaule, épuisée mais en sécurité. Je savais que tu viendrais, même quand il disait que plus personne ne regardait, même quand j'ai voulu abandonner. Marcus la serra contre lui, sentit sa fragilité d'os d'oiseau contre sa poitrine. J'ai fait une promesse. Quelle promesse, demanda-t-elle. Pour te ramener à la maison. Au loin, de la fumée s'élevait de l'atelier de Reed. Les flammes consumaient tout, ordinateur, fichiers, l'infrastructure numérique qui avait transformé la souffrance humaine en divertissement pour riches monstres. Mais les disques durs de preuve étaient en sécurité dans le sac de Marcus. Demain, il les remettrait aux procureurs fédéraux qui passeraient des années à traquer chaque client, chaque complice, chaque personne ayant profité du cauchemar de sa sœur. Ce soir, il n'était qu'un frère qui avait tenu parole. L'alpiniste avait le goût de la fumée et de la liberté, et la justice était enfin rendue. Sarah Cross rentrait chez elle, et les monstres qui l'avaient enfermée allaient brûler. Marcus se rendit à Pinolo avec son bloc dans la boîte à gants et le dossier de Sarah disparu sur le siège passager. Le dossier en papier craft était épais comme un annuaire, rempli de témoignages, de cartes de recherche et de photos qui lui serraient la poitrine, Sarah riant autour d'un feu de camp, Sarah serrant ses colocataires dans ses bras à la remise des diplômes, la tente de Sarah vide, le rabat flottant au vent de la montagne comme si un fantôme y était présent. La ville de montagne avait la même apparence qu'il y a 2 ans, lorsqu'il avait passé 3 semaines à fouiller chaque sentier, chaque lit de ruisseau, chaque foutu rocher qui pouvait cacher un corps, les mêmes bâtiments usés par le temps avec de la peinture écaillée et des panneaux sculptés à la main, les mêmes camionnettes avec des râteliers à fusil et des cannes à pêche, les mêmes habitants qui secouaient la tête et marmonnaient à propos des enfants de la ville qui ne respectaient pas la nature sauvage, le même shérif Mitchell qui lui tapait sur l'épaule et lui promettait de continuer à chercher alors que ses yeux lui disaient que l'affaire était déjà close. Marcus se gara devant le Maguies dîner, le genre d'endroit où tout le monde était au courant des affaires de tout le monde et où le café était fort à réveiller les morts, banquette en vinyle rouge, sol à carreaux, odeur de graisse de bacon qui avait imprégné les murs au fil des décennies. La même serveuse qu'il y a 2 ans leva les yeux lorsqu'il entra au Sandy, la cinquantaine peut-être, le regard fatigué et un sourire bienveillant. Elle lui avait servi du café tous les matins pendant la perquisition, sans jamais lui faire payer le prix fort. Marcus Cross, je me souviens de toi. Elle versa du café sans qu'on lui demande et posa la crème qu'il ne voulait pas utiliser. Comment vas-tu, chérie? Je m'en sors. Il serra la tasse dans ses mains, sentant la chaleur s'infiltrer dans la céramique. Sandy, tu as entendu parler d'activités sur Birch Creek Road? Son sourire s'est estompé. Birch Creek? C'est assez isolé là-haut. Une vieille maison avec un toit végétal. Quelqu'un a dit avoir vu des signes d'activité récente. Sandy jeta un coup d'œil vers la cuisine, puis de nouveau vers l'arrière. Oh, ce vieil endroit, vide depuis des années. Les randonneurs l'utilisent parfois quand le temps se gâte. Quelqu'un a vu de l'activité là-haut récemment? Des voitures, de la fumée sortant de la cheminée, quelque chose de ce genre? Elle haussa les épaules, mais ses mains étaient occupées à essuyer la même tâche sur le comptoir, encore et encore. Ce que font les gens sur une propriété privée, ça ne me regarde pas. Marcus laissa $5 sur la table et sortit. L'air montagnard était vif, chargé de pin et de vieille neige, assez léger pour rappeler l'altitude. Une voix rauque l'arrêta près de son camion. Tu poses la mauvaise question, mon fils. Marcus se retourna. Un homme d'un certain âge était appuyé contre un pick-up rouillé, les bras croisés, le regard perçant malgré sa barbe grise et sa chemise de flanelle usée. Sa forte carrure s'était assouplie avec l'âge, mais le genre d'assouplissement qui pouvait encore vous briser les côtes si vous poussiez trop fort. Et toi? Tommy Brennan, répondit l'homme. C'est toi qu'ils ont appelé. Marcus l'observa. Brennan ressemblait à tous les policiers à la retraite que Marcus avait rencontrés, les épaules voûtées à force de porter trop de poids,
les yeux qui avaient vu trop de merde, les mains toujours prêtes même détendues. Le shérif a fait croire à cette ville beaucoup de mensonges, a déclaré Brennan. Quel genre de mensonges? Le genre de questions qui empêchent les familles d'obtenir des réponses. La voix de Brennan se brisa juste assez pour prouver qu'il ne racontait pas de conneries. J'ai perdu ma propre fille dans ces montagnes il y a 5 ans. La douleur de ces mots frappa Marcus comme un coup de poing. Il la reconnut, la même douleur sourde qui l'habitait à la poitrine. Elle ne s'est pas égarée. Quelqu'un l'a emmenée. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Tu as des preuves. Pas le genre de document qui tient la route devant un tribunal, mais suffisant pour connaître la vérité. Brennan sortit une carte de visite de la poche de sa chemise et la lui tendit. Le papier était usé, comme s'il l'avait porté pendant des années. Vérifiez les vieux chemins forestiers. Le shérif n'y fouille jamais. Demandez-vous pourquoi il trouve toujours le campement, mais jamais les gens. Brennan monta dans son camion, le moteur diesel s'emballant. Quand vous serez prêt à entendre la vérité, dit-il par la fenêtre ouverte, appelez-moi. Il démarra, laissant Marcus sur le parking avec plus de questions que de réponses. La carte disait, Thomas Brennan, détective privé. Un numéro de téléphone local était griffonné à l'encre délavée. Marcus empocha la carte, mais ne s'engagea à rien. Le chagrin faisait voir des complots là où il n'y avait que des accidents et chercher quelqu'un à blâmer quand le monde devenait cruel et aléatoire. Mais quelque chose dans le regard de Brennan lui restait gravé dans la mémoire, ni fou, ni désespéré, juste fatigué, comme un homme qui portait un lourd fardeau depuis trop longtemps. L'air de la montagne avait un goût d'aiguille de pin et de vieille neige, assez vif pour vous couper les poumons si vous respiriez trop profondément. Quelque part là-haut, la voiture de Sarah était garée derrière une maison qui n'était pas censée être occupée, derrière une maison où quelqu'un avait étendu du linge propre comme s'il était chez lui. Marcus monta dans son camion et afficha les indications que Brennan lui avait données, tourner à gauche au portail cassé, suivre les ornières sur 5 km, chercher la maison au toit vert. Le moteur démarra brusquement, puis se stabilisa avec le grondement régulier qui l'avait accompagné pendant 2 déploiements et 1000 km de thérapie sur autoroute après son retour. Il avait déjà emprunté ces routes lors de ses recherches, mais toujours sur les sentiers principaux, toujours là où les équipes du shérif Mitchell lui avaient indiqué de chercher. Jamais sur les vieux chemins forestiers. Jamais là où le shérif disait qu'il n'y avait rien à trouver. Marcus s'engagea sur la route 9 et se dirigea vers les montagnes qui avaient englouti sa sœur sans laisser de traces. La radio diffusait du rock classique, la même station dont Sarah se plaignait. « Éteins cette vieille musique », disait-elle en tendant la main vers le bouton, les doigts tachés de peinture par le projet artistique sur lequel elle travaillait. Marcus la laissa allumer et laissa sa voix résonner dans sa tête, lui tenant compagnie pendant le long trajet vers une campagne qui recelait des secrets dans son ombre. Derrière lui, Pinolo rétrécissait dans le rétroviseur une ville pleine de gens qui avaient secoué la tête, offert leur compassion et repris leur vie. Une ville où le shérif trouvait toujours le campement, mais jamais les habitants. Marcus appuya sur l'accélérateur et se dirigea vers la vérité. La route forestière menant à Birch Creek serpentait à travers une forêt de pins si dense que le soleil de l'après-midi effleurait à peine le sol. Marcus roulait lentement, son camion rebondissant sur des ornières et des branches tombées que personne n'avait dégagées depuis des années. Son GPS perdit le signal après le premier kilomètre, son écran oscillant entre « recherche de satellite » et « rien du tout ». Pas étonnant que les équipes de recherche n'aient jamais réussi à atteindre ce point. Le shérif Mitchell leur avait probablement dit que la route était impraticable, dévastée, que le risque n'en valait pas la peine. Les arbres se pressaient de chaque côté, les branches de pin raclant ses vitres comme des doigts squelettiques. Ce n'était pas la nature sauvage. C'était quelque chose de plus ancien, de plus sombre, le genre d'endroit où des choses se produisaient sans que personne n'entende les cris. Tous les 400 mètres, Marcus arrêtait le camion, baissait les vitres et écoutait, les oiseaux dans la canopée, le vent dans les branches, le bruit lointain de l'eau qui ruisselle sur les rochers. Aucune voix humaine. Pas de tronçonneuse ni de VTT, aucun signe de passage. L'endroit idéal pour cacher quelque chose qu'on ne voulait pas voir découvert. La route montait régulièrement,
serpentant à flanc de montagne. Marcus, les oreilles bouchées, prenait de l'altitude. À travers les trouées des arbres, il apercevait la vallée en contrebas. Pinoloo s'étalait telle une carte postale, paisible, innocente, une ville où il n'arrivait jamais rien de mal. Au détour d'un virage, la maison apparut comme sortie d'un cauchemar, une cabane à 2 étages, le toit affaissé sous des années de neige, les fenêtres aussi sombres que des yeux morts. Mais le jardin était propre, pas de branches tombées sur le porche, pas de mauvaises herbes sur l'allée de pierre reliant l'allée à la porte d'entrée. Quelqu'un avait pris soin de cet endroit. Marcus se gara 50 mètres plus loin et coupa le moteur. Il sortit le Glock de sa boîte à gants et vérifia le chargeur. 15 balles devraient suffire pour ce qu'il pourrait trouver ou devrait suffire. Le SUV blanc de Sarah était garé derrière la maison, presque caché par des buissons envahissants. La plaque d'immatriculation était couverte de boue, mais Marcus reconnut la bosse sur le pare-chocs arrière datant de la collision de Sarah avec une borne d'incendie en première année. Avait-elle dit en examinant les dégâts. Maman va me tuer. Mais leur mère l'avait serrée dans ses bras, soulagée que Sarah ne soit pas blessée. On peut réparer une voiture, ma puce. Toi, non. Et voilà que ce même pare-choc cabossé se trouvait derrière une maison qui ne devrait pas exister, dans un endroit où les équipes de recherche n'avaient jamais cherché. Une corde à linge était tendue entre 2 pins, des vêtements de femme y étaient suspendus au jean, t-shirt, sous-vêtements tout propres, tout secs, tout frais. Le sang de Marcus se glaça. On aurait dit qu'ils avaient été étendus ce matin. Peut-être hier, au plus tard. Quelqu'un vivait ici depuis peu. Il s'approcha de la maison, pistolet au poing, ses bottes silencieuses sur le tapis d'aiguilles de pin. L'entraînement militaire commença, vérifier les recoins, surveiller les fenêtres, prendre contact à tout moment. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, la maison semblait habitée, des conserves soigneusement empilées sur les étagères de la cuisine, des sacs de couchage bien roulés dans un coin, un réchaud de camping au propane avec une casserole encore chaude au toucher. Quelqu'un était passé ces dernières heures. Marcus parcourait les pièces méthodiquement, nettoyant les recoins comme s'il avait été formé à Kandahar vide. Mais l'odeur persistait, la sueur, la peur, quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier mais qui lui donnait la chair de poule, du vieux bois et de la moisissure, des corps sales, l'odeur métallique du sang imprégnant le plancher et jamais complètement éliminée. Dans la pièce principale, des lits de camp étaient alignés le long des murs des surplus militaires, du genre qu'on pouvait plier et ranger. Mais ils étaient boulonnés au sol, des chaînes attachées à leur cadre métallique. Marcus eut un pincement au cœur. Ce n'étaient pas des lits, c'étaient des entraves. Dans la chambre du fond, il la trouvait, une note glissée sous une planche de plancher branlante, écrite d'une écriture tremblante. Ils nous ont fait lire leur message. Ils ont dit, c'est pour les téléspectateurs. On a souri. On a menti. Marcus l'a lu 2 fois. 3 fois. Ses mains tremblaient tandis que les mots pénétraient. Les messages des téléspectateurs. Ils nous ont fait lire. Il ne s'agissait pas de se perdre en pleine nature. Il ne s'agissait pas d'un accident tragique où 4 étudiantes auraient quitté un sentier et seraient mortes de froid. Quelqu'un avait enlevé sa sœur les 4 filles et les avait forcées à se produire devant un public. Marcus empocha le mot et continua ses recherches, le cœur battant, la discipline militaire se mêlant à la panique. Sarah était là. Dieu seul savait depuis combien de temps. Dans la pièce principale, il remarqua autre chose, des rayures sur le parquet ou des marques fraîches comme si de lourds meubles avaient été traînés dessus récemment. Il suivit les rayures jusqu'à un pan de mur qui semblait différent, du bois neuf, peint pour s'harmoniser avec le reste, mais pas tout à fait comme il faut, comme si quelqu'un l'avait construit à la va-vite en espérant que personne ne le remarquerait. Une porte dérobée. Marcus passa ses doigts sur les bords et trouva le loquet derrière une planche mal fixée. La porte s'ouvrit sur des gonds silencieux. L'espace derrière était petit, exigu ou une cachette creusée dans le mur, mais suffisamment grande pour contenir des personnes contraintes de se serrer les unes contre les autres. Par terre gisaient de longs cheveux bruns la couleur de Sarah, la longueur de Sarah et un bracelet en argent au fermoir cassé,
celui que leur grand-mère lui avait offert pour ses 16 ans. La vision de Marcus se brouilla. Sa sœur était là, dans cette boîte, enchaînée comme un animal. Depuis combien de temps? Des semaines? Des mois? 2 ans? Dehors, le gravier crissait. Un véhicule approchait lentement et prudemment. Marcus éteignit la lampe torche de son téléphone et referma la portière dérobée. Par la vitre avant, il aperçut une voiture de patrouille du shérif de Pinelow remontant l'allée, le moteur à peine audible. Le shérif Frank Mitchell sortit, une main posée sur son arme de service. Il se déplaçait comme s'il savait exactement où il allait. Aucune hésitation, aucune surprise en arrivant ici. Ce n'était pas une patrouille. Ce n'était pas un hasard. Mitchell était déjà venu ici. Marcus s'accroupit derrière le comptoir de la cuisine, son Glock prêt. Par la vitre sale, il regarda Mitchell vérifier l'étendoir, examiner le SUV de Sarah avec la familiarité d'un inspecteur de routine. Puis Mitchell se dirigea droit vers la porte d'entrée. Sans hésitation, sans appel de renfort, sans surprise de trouver de nouvelles preuves de la disparition des filles. Parce qu'il savait déjà qu'elles étaient passées par là, Mitchell savait tout. La porte s'ouvrit en grinçant. Mitchell entra, la main toujours sur son arme, scrutant la pièce avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà fait ça. Tiens, j'aurais dû rester à l'écart, fiston. Mitchell le regardait droit dans les yeux. Il le traquait depuis son arrivée. Marcus était les bottes du shérif. Mitchell résonnait sur le porche comme s'il était le maître des lieux. Marcus restait caché derrière le comptoir de la cuisine, le doigt sur la gâchette. Par la fenêtre, il observait Mitchell vérifier l'étendoir avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un effectuant un entretien de routine. Aucune surprise, aucune confusion. Mitchell connaissait cette maison, la connaissait bien. Le shérif examina le SUV de Sarah, passant la main sur le pare-choc cabossé comme s'il vérifiait l'état des stocks. Puis il sortit sa radio et prononça des mots bas que Marcus n'entendait pas, appeler des renforts, signaler la découverte ou avertir quelqu'un qu'il fallait accélérer le nettoyage. La porte s'ouvrit à nouveau en grinçant. Mitchell entra, la main toujours sur son arme, le regard scrutant la pièce avec une indifférence éprouvée. Tiens, j'aurais dû rester à l'écart, fiston. Marcus se figea. Mitchell le regardait droit dans les yeux, son arme de service à moitié dégainée. Sors, crosse. Il faut qu'on parle. Marcus se leva lentement, son Glock pointé sur la poitrine de Mitchell. Le shérif ne parut pas surpris de voir l'arme. Il ne broncha même pas, shérif. Mitchell sourit la même expression compatissante qu'il avait arborée lors de la veillée funèbre de Sarah 2 ans plus tôt. Patient, compréhensif, le visage d'un homme qui avait passé sa carrière à annoncer de mauvaises nouvelles aux familles endeuillées. Mais son regard était froid comme la glace. « Tu as trouvé le mot, n'est-ce pas ?» demanda Mitchell en s'approchant. « Des filles intelligentes, trop intelligentes pour leur propre bien. Où est-elle? Ta sœur? En sécurité au fédéral, vêtements propres, lit chaud au plus qu'elle ne le mérite après les ennuis qu'elle a causés. » Marcus serra le doigt sur la détente. Son instinct lui criait d'appuyer dessus ou de lui tirer une balle dans le cœur. Mais il avait d'abord besoin de réponses. Des ennuis. C'est plus grand que tu ne le penses, mon garçon. Plus grand que cette ville. Plus grand que ta famille. Mitchell fit un autre pas, confiant comme un homme qui avait si longtemps dominé la situation qu'il avait oublié la peur. Tu as de la famille à la maison? Maman vit toujours dans cette petite maison de Maple Street? Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose pendant que tu joues au détective. La menace flottait entre eux, aussi décontractée qu'une discussion sur la météo. Marcus sentit la rage lui monter à la gorge. 2 ans de cauchemar. 2 ans où sa mère pleurait jusqu'à s'endormir, serrant le sweatshirt de Sarah comme s'il pouvait ramener sa fille. 2 ans à croire que sa sœur n'était qu'un ossement dans un ravin. Et ce salaud savait où elle était depuis le début. Ta sœur est vivante, continua Mitchell, d'une voix douce sur du verre brisé.
Ses amis aussi, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça peut changer très vite. Ça dépend de ton intelligence, de l'amour que tu portes à ta famille. Mitchell prit sa radio. Unité 7, ici. Marcus bondit. L'entraînement militaire se réveilla comme une mémoire musculaire. Il saisit le poignet de Mitchell et le tordit violemment jusqu'à ce que ses os se frottent. La radio s'écrasa sur le sol, son boîtier en plastique craquant contre le mur. Mitchell frappa la tempe de Marcus du poing gauche. Marcus se baissa, enfonça son coude dans les côtes du shérif et entendit un craquement de cartilage. Mitchell halta et tenta de dégainer son arme de poing. Marcus lui asséna un coup de genou dans le ventre, l'envoyant s'écraser contre le mur avec une force telle qu'elle fit voler la poussière des poutres du plafond. Le shérif s'écroula au sol, essoufflé. Marcus se tenait au-dessus de lui, Glock pointant sa tête. Où sont-ils? Mitchell cracha du sang, les dents tachées de rouge. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Je t'ai posé une question. Base de montagne, Pine Ridge Road, complexe à environ 24 km au nord d'ici. La voix de Mitchell était étranglée par la douleur, mais son regard restait plein de défis. Mais tu n'y arriveras jamais. Mes gars te tueront avant que tu sois à moins d'1 kilomètre. Marcus arracha la radio de Mitchell de sa ceinture et son arme de service de son étui, un Glock 22 standard, chargé à bloc. Combien? Ça suffit. Mitchell essaya de se redresser, grimaçant tandis que ses côtes brisées bougeaient. Va-t'en, Cross. Prends ta famille et disparais. Déménage dans un autre état. Change de nom. C'est la seule façon pour eux de continuer à respirer. Marcus baissa les yeux vers l'homme qui lui avait menti en face pendant 2 ans. Qui lui avait serré la main lors de la veillée funèbre de Sarah, tout en sachant exactement où elle se trouvait. Qui avait serré sa mère dans ses bras et promis de ne jamais la quitter des yeux. Il voulait appuyer sur la gâchette. En finir tout de suite. Regarder le sang de Mitchell imprégner le plancher même où sa sœur avait été retenue captive. Mais Sarah avait besoin de lui vivant pour la retrouver. Ses amis avaient besoin de lui, fonctionnel, non rongé par la rage. La discipline militaire plutôt que la vengeance personnelle. Parlez-moi des téléspectateurs, demanda Marcus. Mitchell rit un rire humide qui fit frissonner Marcus. Tu crois que c'est juste pour ta sœur, mon garçon? On a des clients dans toutes les grandes villes. Des politiciens, des PDG, des juges, des hommes riches qui paient cher pour des divertissements exclusifs. Du divertissement, des diffusions en direct, des expériences interactives. Ils peuvent taper des instructions, regarder les filles obéir. Certains préfèrent les formules de chasse, les lâcher dans les bois, les traquer comme des cerfs. Marcus sentit la bile lui monter à la gorge. Depuis combien de temps, ta sœur? 2 ans d'activité. Elle a fait du bon travail. Les clients apprécient ceux qui résistent. La désinvolture avec laquelle Mitchell le dit comme si Sarah était du bétail, comme si sa terreur était une marchandise fit vibrer Marcus. Il pressa le canon du Glock contre le front de Mitchell. Donne-moi une seule raison de ne pas peindre ce mur avec ta cervelle. Parce que tu as besoin de moi vivant, la voix de Mitchell était ferme malgré l'arme pointée sur son crâne. Des réseaux plus grands que Pinoloo. Tu et moi, ils se disperseront comme des cafards. Ta sœur disparaîtra à jamais. Marcus recula vers la porte, ses armes pointées sur Mitchell. Le shérif avait raison. L'affaire semblait organisée, professionnelle, trop importante pour qu'un seul policier corrompu puisse la mener seul. Dites à vos gars que j'arrive, dit Marcus. Et je vais faire un enfer avec eux. Il claqua la portière et courut vers son camion. La voix de Mitchell résonna dans la cabine. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire, Cross. Ça va jusqu'au sommet. Marcus démarra le moteur et accéléra sur la route de montagne, laissant échapper des gravillons derrière ses pneus. La radio de Mitchell grésilla sur le siège passager.
Il était temps de découvrir à quoi il avait affaire et combien de personnes il allait devoir tuer pour retrouver sa sœur. Marcus quitta la route principale 3 km plus loin et coupa le moteur derrière un amas de rochers qui dissimulait son camion à la circulation. Ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa la radio de Mitchell. 2 ans d'interrogation, de cauchemar, à croire que Sarah était morte. Maintenant, il savait qu'elle était vivante et c'était pire que la mort. Des parasites sifflèrent. Puis des voix. Unité 7, entrée. Mitchell, vous me recevez. Base. Ici unité 3. Le shérif ne répond pas. Marcus retint son souffle, écoutant la coordination de ceux qui travaillaient là-dessus depuis des années. Nous avons une faille de sécurité sur le site de Birch Creek. Une faille de sécurité. Il savait qu'il était passé par là. Il savait depuis le début que cela pouvait arriver. Kevin, tu me comprends, demanda une nouvelle voix, plus rauque, avec l'accent de quelqu'un qui avait vécu dans ces montagnes toute sa vie. Je suis là. Quelle est la situation? Cross a trouvé la maison. Mitchell est à terre. Fils de. Que sait-il? Ça suffit. Le patron veut un protocole de fermeture complète. Marcus serra plus fort la radio. Protocole d'arrêt aux terminologies militaires. Ce n'étaient pas des imbéciles du coin qui jouaient à des jeux. Tous les colis doivent être transportés immédiatement, a poursuivi le répartiteur. Déplacer Sarah et ses amis vers la déchetterie. La vision de Marcus se brouilla. Dépôt de déchets, ils allaient la tuer. Bien reçu. Combien de temps me reste-t-il? 2 heures. Un nettoyage complet. Aucun survivant. Et les clients? Déjà prévenus. Ils se retirent. Certains veulent être remboursés. Certains veulent regarder la finale à distance. La radio s'est tue, à l'exception d'un léger grésillement. Marcus était assis dans son camion, les mains tremblantes de rage. 2 heures. Sarah et ses amis avaient 2 heures à vivre. Et quelque part, des riches négociaient des remboursements pour ne pas avoir pu chasser sa sœur en personne. Il sortit la carte de visite que Tommy Brennan lui avait donnée et composa le numéro avec des doigts engourdis. 3 sonneries. Brennan. C'est Cross. Tu avais raison sur toute la ligne. Silence. Alors, qu'as-tu trouvé? Un mot des filles. Une pièce secrète où elles étaient gardées. Le shérif Mitchell en fait partie. Il dirige une sorte de réseau pour de riches clients. Jésus-Christ. La voix de Brennan était basse, comme s'il s'y attendait, mais espérait se tromper. Où es-tu? Route de montagne près de Birch Creek. J'ai besoin d'aide. Il déménage ma sœur dans 2 heures. On la déplace où? Site d'élimination. Route de Pine Ridge. Brennan jura longuement et avec créativité. Je connais cette région. Lointaine comme tout. Parfaite pour... Parfait pourquoi? Cacher des corps. La voix de Brennan était neutre. En fait, à combien avons-nous affaire? Je ne sais pas, mais ils ont des radios, une coordination, un vocabulaire militaire. Ce n'est pas un enlèvement dans un coin reculé. Numéro, ce n'est pas. Brennan marqua une pause. Retrouve-moi à l'ancienne station forestière sur la route 9. Tu la connais. Je vais le trouver. Marcus, combien d'armes as-tu? Marcus regarda l'arme de service de Mitchell sur le siège à côté de lui et son propre Glock dans son étui. 2 pistolets contre Dieu, c'est combien de fusils? Pas assez. J'apporterai des renforts. Ça va mal tourner. Brennan. Ouais. Pourquoi m'aides-tu? Vraiment? Un long silence. Marcus entendait la circulation en arrière-plan. Parce que ma fille Bethany était sur la liste des personnes à éliminer il y a 5 ans et je n'ai jamais eu l'occasion de la sauver. La ligne fut coupée. Marcus démarra son camion et s'engagea sur l'autoroute.
Les aiguilles de pin craquaient sous ses pneus tandis qu'il accélérait vers la route 9. La radio grésilla à nouveau. Kevin, rapport de situation. Chargement des colis en cours. 3 sont sécurisés. Je recherche le 4e. Le sang de Marcus se glaça. 3 sont en sécurité, une a disparu. Trouvez-la. Le patron veut qu'ils soient tous partis avant minuit. Bien reçu. Le sujet 4 a toujours fui. Elle est probablement terrée quelque part dans le complexe. Le sujet 4, Sarah, toujours en difficulté après 2 ans d'enfer. Marcus appuya plus fort sur l'accélérateur. Le moteur du camion rugissait tandis qu'il prenait les virages de montagne plus vite que la sécurité ne le permettait. Quelque part dans ces montagnes, sa sœur courait pour sauver sa vie, et il était le seul à pouvoir la sauver. La radio grésilla à nouveau. Toutes les unités doivent être prévenues. Cross est armé et dangereux. Ancien militaire. Approchez avec une extrême prudence. À quel point est-ce dangereux de parler? Vétéran d'Afghanistan, 2 missions, spécialiste du combat rapproché. Putain. Ouais. Alors ne plaisante pas. Tu le vois, tu le poses. Pas d'avertissement, pas d'arrestation. Tue-le. Marcus sourit d'un air sombre. Laissez-les venir. Ils tuaient des talibans dans des grottes depuis 2 ans. Quelques policiers corrompus et leurs riches clients seraient sa cible. L'ancienne station forestière apparut devant nous, un bâtiment délabré au bord de l'autoroute, avec des fenêtres brisées et un toit qui avait connu des décennies de meilleur. Le pick-up de Tommy Brennan était déjà là. Il était temps de partir en guerre. La vieille station forestière s'élevait au bord de la route 9, tel un monument à l'industrie disparue. Marcus s'arrêta à côté du pick-up rouillé de Tommy Brennan. Le vieil homme en sortit, portant un sac de sport qui tinta avec le métal lorsqu'il le posa. « Tu as une mine d'enfer », dit Brennan en étudiant le visage de Marcus dans la lumière déclinante. « Ça empire. » Marcus lui montra la radio de Mitchell. Ils avancent vite. Il y a une histoire de colis et un patron qui veut que tout le monde soit mort avant minuit. Brennan ouvrit le sac de sport. À l'intérieur, 2 fusils, des boîtes de munitions, des gilets tactiques qui ressemblaient à des surplus militaires, des lunettes de vision nocturne encore dans leurs étuis. Vous êtes venus préparés. Je suis prêt pour ce combat depuis 5 ans. Brennan tendit à Marcus un Remington 700 avec une lunette de visée puissante. Jusqu'à 750 mètres si tu sais ce que tu fais. Marcus vérifia le mécanisme, testa le réglage de la lunette. La mémoire musculaire militaire se réveilla, répartition du poids, image de visée, contrôle de la respiration comme sur un vélo fait de mort. Combien en regardons-nous? Difficile à dire. Kevin est l'homme à tout faire. C'est leur responsable logistique. Il entretient les sentiers, aide les randonneurs perdus et gagne la confiance de tous. La voix de Brennan devint amère. Probablement 3, 4 autres pour la sécurité. Peut-être plus s'ils appelaient des renforts. Tu le sais, Kevin Reed, ce fils de pute serviable. Toujours le premier à se porter volontaire pour les équipes de recherche. Il savait toujours exactement où ne pas chercher. La radio grésilla. Colis 4 localisé. Début du transport. Marcus saisit son fusil. C'est Sarah, ils l'ont trouvé. L'usine de Pine Ridge est à 24 km au nord. Une ancienne exploitation minière. De nombreux bâtiments sont dispersés dans la vallée. L'endroit idéal pour dissimuler ce genre d'opération. Brennan sortit une carte dessinée à la main, étalée sur le capot de son camion, des lignes et des croix tracées au crayon, mises à jour au fil des années de surveillance. 2 voies d'accès. L'entrée principale ici, la voie de service ici. Ils s'attendront à ce qu'on vienne par la route principale. C'est l'approche évidente. La voie de service est raide comme l'enfer, rocailleuse, elle peut endommager la transmission si on n'est pas prudent, mais elle débouche derrière le complexe principal et offre un avantage en altitude.
Marcus étudia la carte. Tactique militaire classique. Coincer l'ennemi entre deux forces. Éliminer ses voies de fuite. Je prendrai la route de service. Tu y arriveras. C'est le parcours difficile, ça demande une conduite technique. Je suis militaire. Vous ne l'êtes pas. Ma fille est enterrée quelque part sur cette montagne. Je prépare cet assaut depuis 5 ans. Je vais attaquer à la dure. Brennan chargea un chargeur dans son fusil avec l'efficacité experte de quelqu'un qui l'avait déjà fait 1000 fois. La radio grésilla à nouveau. Tous les colis sont sécurisés. Début du protocole final. Quel est le protocole final? Demanda Marcus, même si son instinct le savait déjà. Les mains de Brennan se crispèrent sur son arme. Ça veut dire qu'ils ont fini de jouer. Ta sœur et ses amis sont sur le point de disparaître à jamais. Marcus a mis son fusil sur son épaule et a consulté sa montre. 20h30. Nuit noire dans 30 minutes. Combien de temps pour y aller? Voie de service? 40 minutes si tu pousses fort. Les routes principales sont plus rapides, mais on te verra arriver à des kilomètres. Alors, on ferait mieux de bouger. Brennan prit son équipement et se dirigea vers son camion. Puis il s'arrêta et fit demi-tour. Marcus, ce ne sont pas que des kidnappeurs. Ce sont des chasseurs. De riches clients paient cher pour traquer des gens dans ces montagnes, pour le plaisir. Marcus sentit un frisson lui monter à l'estomac. Que veux-tu dire? Votre sœur est leur proie favorite depuis 2 ans. Ils gardent les plus belles en vie plus longtemps. Laissez les clients enchérir sur des expériences de chasse. Certains veulent des prises rapides, d'autres des poursuites prolongées, d'autres encore des expériences interactives, des diffusions en direct où ils peuvent donner des ordres et regarder les filles se produire devant la caméra. La vision de Marcus devint rouge. 2 ans durant lesquels sa sœur fut traquée comme un animal, forcée de se produire pour le divertissement de riches psychopathes. Comment sais-tu tout ça? Parce que j'enquête sur eux depuis la disparition de ma fille. Bethany avait 19 ans, elle était étudiante en art, une gentille fille qui ne ferait pas de mal à une mouche. La voix de Brennan se brisa. Ils l'ont traquée pendant 3 jours avant qu'elle ne meure d'épuisement. Tu as vu des preuves. J'ai trouvé des fichiers vidéo sur un ordinateur portable que j'avais récupéré chez l'un de leurs associés. Bethany courait dans les bois, la terreur dans les yeux, tandis qu'un salaud en tenue de chasseur de prix la traquait comme un cerf. Marcus regarda la carte puis reporta son attention sur le refuge où Sarah comptait ses dernières heures. Alors, partons à la chasse. Ils montèrent dans leur camion, moteur vrombissant. Les phares de Brennan percèrent l'obscurité tandis qu'il s'engageait sur l'autoroute. Marcus le suivit, la radio de Mitchell grésillant de nouvelles informations. Transport terminé. Tous les sujets sont confinés dans le bâtiment 7. Équipe de nettoyage en route. Arrivée prévue dans 20 minutes. Reçu. Début des derniers préparatifs. Quelque part plus loin, Sarah était enfermée dans un bâtiment portant un numéro au lieu d'un nom, attendant de mourir pour le plaisir des monstres. Mais elle n'était plus seule. Son frère arrivait, et il apportait la guerre avec lui. L'air de la montagne avait un goût de pain, de vieille neige et la promesse de violence. Marcus appuya sur l'accélérateur et s'enfonça dans l'obscurité. La route de service serpentait à travers la montagne telle une colonne vertébrale brisée, conçue par quelqu'un qui détestait les voitures. Marcus conduisait sans phare, suivant les traces de pneus dans le clair de lune qui filtrait à travers la canopée des pins. Son camion rebondissait sur des rochers et des troncs d'arbres qui auraient immobilisé un véhicule normal, la suspension grinçant à chaque impact. Son entraînement militaire lui avait appris à conduire sur des terrains plus difficiles sous le feu ennemi. Ce n'étaient que des routes de montagne avec la promesse d'une fin violente. La radio de son siège passager était animée par des conversations professionnelles. Périmètre sécurisé. Aucun mouvement sur la route d'accès principale. Transport du colis terminé. Les 4 sujets sont sécurisés dans le bâtiment 7. Client arrivant dans 20 minutes.
Prêt pour le final? Client. Marcus serra les mâchoires à se casser les dents. Des riches venus voir sa sœur mourir comme dans un café-théâtre. La route s'aplanissait près de la crête, les arbres s'éclaircissant pour révéler la vallée en contrebas. À travers les trouées de la canopée, Marcus pouvait apercevoir les lumières du complexe minier se répandre sur le terrain dégagé, telle une constellation maléfique. Une organisation professionnelle. Un financement conséquent. Ce n'était pas une opération isolée dirigée par des psychopathes du coin. Garé derrière un amas de rochers qui dissimulait son camion aux regards indiscrets, Marcus prit son équipement. Le fusil lui semblait solide, la lunette bien réglée, les chargeurs suffisamment chargés pour déclencher une petite guerre. Le complexe s'étendait au fond de la vallée telle une base militaire, un bâtiment principal au centre, des structures plus petites éparpillées comme des satellites. Des projecteurs sur poteaux créaient des flaques de lumière blanche crue. 2 gardes patrouillaient avec l'efficacité disciplinée d'un professionnel de la sécurité. Marcus scrutait le complexe à la lunette de son fusil, comptant les cibles et notant les positions défensives. Le bâtiment 7 se trouvait à l'autre bout, séparé des autres par environ 200 mètres. Un seul garde était posté à l'extérieur, son fusil en bandoulière, nonchalamment mais prêt. C'est là qu'il gardait Sarah. Sa radio grésilla. Brennan, tu es en position? Marcus appuya sur le micro. Bien reçu. On regarde le bâtiment ciblé, on compte 6 ennemis, peut-être plus à l'intérieur. Je suis posté sur la route principale. Donne-moi 5 minutes pour attirer leur attention. Quel est le plan? Je vais illuminer leur portail comme le 4 juillet. Quand ils viendront t'enquêter, tu te dirigeras vers le bâtiment 7. Bien reçu. Marcus vérifia à nouveau son fusil, comptant les munitions, 4 chargeurs, 120 cartouches au total. Ça devrait suffire pour tout ce qu'il pourrait trouver. Ça valait mieux. À travers la lunette, il observait les véhicules arriver à l'entrée principale, des voitures de luxe, des SUV noirs aux vitres teintées qui reflétaient l'argent et le pouvoir. Les clients venus assister au meurtre de 4 étudiantes pour le plaisir. Son doigt toucha la détente et s'imagina tirer des balles dans ses pare-brises. Mais cela aurait ruiné l'effet de surprise et tué Sarah avant qu'il puisse l'atteindre. La discipline militaire prime sur la vengeance personnelle. Brennan, on a du monde qui arrive. On dirait que le public est là. Je les vois. Des connards de riches dans leur voiture de luxe, venus assister au spectacle. Combien de temps avant qu'une explosion n'illumine la porte principale comme un soleil miniature? Le camion de Brennan fonçait dans l'entrée, arme à feu en feu, les flashs de ses canons clignotaient dans l'obscurité. Les sirènes hurlaient dans toute la propriété. Des projecteurs balayaient la route principale, à la recherche de menaces. Les gardes accoururent vers le chaos, criant dans leur radio, quittant leur poste pour riposter. Marcus bougea. Il dévala la pente en courant, profitant des ombres entre les bâtiments pour se mettre à couvert, son fusil prêt au contact. Le garde du bâtiment 7 regardait vers le chaos, son arme pointée dans la mauvaise direction, son attention rivée sur le spectacle de lumière de l'entrée principale. Marcus arriva derrière lui, silencieux comme la mort. Le garde se retourna juste au moment où Marcus enfonçait son couteau de combat entre les côtes de l'homme, pointant vers le cœur. Ils s'effondrèrent ensemble, le sang chaud ruisselant dans les aiguilles de pin. Marcus s'empara des clés et de la radio du garde, et traîna le corps derrière le bâtiment, où il ne serait pas retrouvé immédiatement. Bâtiment 7 sécurisé, murmura-t-il dans sa radio. Bien reçu. Je suis coincé, mais je les occupe. Dépêchez-vous. Marcus déverrouilla la porte du bâtiment et entra. Mur de béton, néon bourdonnant au-dessus de leur tête, odeur de peur et de sang qui avait imprégné tout. 4 cages métalliques alignées contre le mur du fond, comme sorties d'un cauchemar. Sarah était assise dans la cage du fond, vivante mais les yeux creux, maigre comme un épouvantail. Ses cheveux étaient plus longs que dans ses souvenirs, emmêlés et sales, mais son regard exprimait toujours sa défiance après 2 ans d'enfer. Marcus, sa voix était à peine un murmure,
comme si elle craignait de le faire disparaître en parlant trop fort. Je suis là, Sarah. Je te sors de là. Il tâtonna avec ses clés, les mains tremblantes de rage et de soulagement. La porte grillagée s'ouvrit brusquement. Sarah s'effondra dans ses bras, toute maigre et tremblante comme un oiseau brisé. Les autres, murmura-t-elle contre son épaule. Jessica, Claire, Megan, sauvez-les aussi. Marcus regarda les autres cages. 3 autres filles, les colocataires de Sarah à l'université, les yeux tout aussi creux mais vivantes aux survivantes de 2 ans en enfer. Tu peux courir? Sarah hocha la tête, même si ses jambes tremblaient en se relevant. Ça fait 2 ans qu'on attend pour courir. Marcus libéra les autres filles et les aida à se tenir debout sur leurs jambes chancelantes. Elles se déplaçaient comme des poupées cassées, mais leurs yeux exprimaient la même défiance qu'ils voyaient chez Sarah. Sortie arrière, dit Marcus en vérifiant son fusil. Tiens-toi à couvert. Suis-moi. Ils parcoururent 50 mètres à découvert avant qu'un projecteur ne les repère. Une voix cria depuis le bâtiment principal, il s'enfuit. Des éclairs de canon illuminaient la nuit comme un feu d'artifice mortel. Marcus poussa les filles derrière une barrière de béton et riposta. Ses tirs étaient précis et contrôlés, chaque balle atteignant sa cible. 2 gardes se baissèrent. 3 autres se mirent à couvert derrière des véhicules. Sa radio grésilla, Marcus, je suis touché. Je ne peux plus les retenir très longtemps. 4 filles qui pouvaient à peine marcher. Un fusil. Un demi-kilomètre jusqu'au point d'extraction, en territoire hostile. Les calculs n'étaient pas bons, mais Marcus avait réussi à faire jouer les probabilités en Afghanistan contre des ennemis mieux entraînés. Reste près de toi, dit-il à Sarah en vérifiant ses munitions. On rentre. Des coups de feu éclatèrent dans le camp tandis que d'autres gardes intervenaient pour l'aider à s'échapper. Mais Sarah Cross n'était plus une victime. C'était une survivante, et son frère était venu la chercher. Marcus étendit un feu de couverture tandis que les filles couraient vers la lisière des arbres, son fusil crachant des rafales contrôlées qui envoyèrent les gardes se mettre à couvert. Les balles ricochèrent sur le béton, fendant l'air comme des frelons furieux. Il compta les éclairs de départ provenant de différentes positions, 6 tireurs répartis dans le complexe, peut-être plus dans les bâtiments. Trop nombreux pour un assaut frontal. Place à la guerre asymétrique. Bouge, cria-t-il en jetant la moitié d'un chargeur en position de garde. Sarah trébucha et se raccrocha contre une barrière en béton. Jessica aida Megan à se tenir debout quand ses jambes cédèrent. Claire attrapa le bras de Sarah lorsqu'elle vacilla. Les 4 filles se soutenaient mutuellement comme elles le faisaient depuis 2 ans, des survivantes prenant soin des survivantes. La radio dans la poche de Marcus crépitait de panique, toutes les unités convergent vers le bâtiment 7. Les sujets s'échappent. D'autres phares balayaient le complexe tandis que les véhicules fonçaient depuis les routes de patrouille, leurs moteurs vrombissant sur le gravier. Un projecteur les a braqués à mi-chemin des arbres. Sarah a hurlé tandis que le faisceau blanc les transformait en cible. Marcus plongea et la plaqua au sol tandis que les balles rongeaient le sol où elle se tenait. Des aiguilles de pin et de la terre explosèrent autour d'eux. Vous avez touché? Continuez. Ils parcoururent les 20 derniers mètres jusqu'à la forêt à plat ventre, les balles claquaient au-dessus de leur tête, l'écorce des arbres se brisait tandis que les gardes tiraient à l'aveuglette dans l'obscurité. La radio de Marcus, Brennan, rapport. Des parasites. Brennan avait reçu une balle dans la jambe, toujours mobile mais saignait abondamment. Où es-tu? Murmura Marcus en aidant Sarah à se relever à l'abri des arbres. Les 4 filles le regardaient avec des yeux creux, comme si elles en avaient trop vu. Mais sous le traumatisme se cachait quelque chose de plus dur. Elles avaient survécu à 2 ans d'enfer. Elles ne se brisaient pas. Jusqu'où? Demanda Sarah, la voix plus ferme que ses jambes. 1/4 de mile à travers la forêt. Tu y arriveras. On a tenu 2 ans. On peut faire encore 1/4 de mile. Elles avançaient comme des fantômes dans la forêt, Marcus en tête, son fusil prêt. Derrière lui,
les filles s'aidaient mutuellement à franchir les troncs tombés à travers les broussailles épaisses, en marchant prudemment pour éviter de casser les brindilles. Pas de paroles, pas de plaintes, juste le bruit de la respiration et des bottes sur les aiguilles de pin. Elles n'étaient plus des victimes. Elles étaient des soldats engagés dans leur propre guerre pour la survie. Une brindille craqua sur leur gauche, à une 50aine de mètres. Marcus leva le poing. Tous se figèrent, l'oreille tendue. À travers les arbres, une silhouette se déplaçait parallèlement à leur chemin, les traquant un mouvement professionnel, un espacement discipliné, quelqu'un qui savait traquer une proie en pleine nature. Marcus fit signe aux filles de rester tranquilles et se fondit dans l'ombre tel un prédateur. Le chasseur portait un fusil coûteux avec lunettes thermiques et des lunettes de vision nocturne dont le coût excédait celui de la plupart des gens en un mois. Un client fortuné qui avait probablement payé un supplément pour participer à la finale. Le genre de salaud qui pensait pouvoir s'offrir le droit de chasser des étudiantes pour le sport. Marcus arriva derrière lui comme la mort elle-même. Le client ne l'entendit pas arriver, ne sentit pas le couteau se glisser entre ses côtes, pointant vers son cœur. Il tomba sans un bruit. Son équipement coûteux jonchait le sol de la forêt. Marcus traîna le corps dans les broussailles épaisses et prit sa lunette thermique et son équipement de vision nocturne. « Dégagez », murmura-t-il en retournant vers les filles. Ils atteignirent le point d'extraction tandis que le camion de Brennan remontait la voie de service au ralenti, un phare éteint, de la vapeur s'échappant du radiateur. Le pare-brise était criblé de balles. Brennan sortit, la jambe gauche trempée de sang sous le genou, fusil à la main malgré sa blessure. « Jésus, dit-il en regardant les 4 filles. Vous les avez trouvées. Vous les avez vraiment trouvées. Tous les 4, dit Marcus en aidant Sarah à monter dans le camion. Mais on n'en sait pas encore plus. Des moteurs de véhicules vrombissaient du terrain en contrebas, leurs phares balayant la montagne comme des projecteurs. Le bruit des radios qui hurlaient et des chiens qui aboyaient annonçait une chasse à l'homme en cours. « Ils arrivent », dit Brennan en grimaçant en s'appuyant sur sa jambe blessée. Marcus regarda sa sœur et ses amis. 2 ans de captivité les avaient laissés amaigris, les yeux creux, traumatisés mais ils étaient vivants et libres. « Mets-les en sécurité », dit Marcus en vérifiant son fusil. « J'ai quelque chose à faire. » Marcus, non. Sarah lui saisit le bras avec des doigts qui ressemblaient à des os d'oiseau. « Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Je ne pars pas. Je m'assure que personne ne me suive. » Il l'embrassa sur le front, sel et aiguille de pin et 2 années de peur prirent enfin fin. « Ramène-les chez eux, Brennan. Appelle le FBI, la police d'État, quiconque veut bien t'écouter. Parle-leur du réseau, des clients, de tout. Et toi ?» Marcus baissa les yeux vers le complexe, les lumières, les véhicules, les hommes armés qui avaient transformé sa sœur en divertissement. « Je vais chasser. » Il disparut dans la forêt juste au moment où les premiers véhicules atteignaient la voie de service. Son fusil était prêt, sa vision nocturne peignait le monde en vert et noir. Il était temps de montrer à ces salauds à quoi ressemblait un vrai prédateur. L'air de la montagne avait un goût de pain, de poudre à canon et de justice tant attendue. Marcus Cross en avait assez de jouer la défense, il était temps de passer à l'attaque. Grâce à sa vision nocturne volée, il vit 3 véhicules gravir la voie de service en file indienne, 2 SUV noirs remplis d'agents de sécurité et une berline blindée transportant les clients qui avaient payé cher pour voir sa sœur mourir. Des riches qui pensaient que la fortune leur permettrait de chasser des êtres humains pour le sport. Il était temps de leur apprendre à être des proies. Marcus se positionna au-dessus d'un virage en épingle à cheveux où la route contournait une pente abrupte, un point d'embuscade idéal. Aucune issue de secours. Nulle part où fuir lorsque la fusillade éclata. Le SUV de tête prit le virage, le moteur peinant à se relever. Marcus frappa le pare-brise à 2 reprises, voyant la tête du conducteur se projeter brusquement dans la lunette thermique. Le véhicule fit un brusque écart à gauche, les pneus crissant sur le gravier, puis dévala le talus dans une cascade de débris de verre et de métal tordu. Le bruit résonna dans la vallée comme un coup de tonnerre. Le deuxième SUV s'arrêta brusquement, ses feux stop s'allumant au rouge dans l'obscurité. «
4 hommes en sortirent avec une précision militaire, fusil prêt, se déployant en position tactique. Contact! Contact! Tireur sur la crête! Voie professionnelle, mouvement professionnel. Ce n'étaient pas des policiers de quartier ou des agents de police de service. Quelqu'un avait engagé une vraie sécurité pour le spectacle de ce soir. Marcus changea de position, flanquant à gauche à travers les arbres. À travers la lunette, il pouvait voir les passagers de la berline, des hommes d'âge moyen vêtus de vêtements de plein air coûteux, le visage blême de terreur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pas si drôle quand on est traqué. L'équipe de sécurité se déploya, signaux de la main, tir de couverture, surveillance bondissante. Ils étaient entraînés, mais Marcus avait 2 avantages, une position élevée et la fureur vertueuse d'un frère qui avait trouvé sa sœur en cage. Il abattit le premier entrepreneur d'un tir à la tête à 200 mètres, une mise à mort nette, sans souffrance. Plus de clémence que celle dont ils avaient fait preuve envers Sarah. Le deuxième homme s'est mis à couvert derrière un SUV, criant dans sa radio, « Sniper sur la crête !» On a besoin de renfort. Où est-il? Ligne de crête 11h, tireur professionnel, formation militaire. Des éclairs de canon ont illuminé le flanc de la montagne tandis qu'ils ripostaient. Les balles sifflaient au-dessus de leur tête, arrachant l'écorce des arbres autour de la position de Marcus, mais ils tiraient à l'aveugle dans l'obscurité. Il attendit, compta leurs tirs. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour recharger, il se remit en mouvement. La radio à sa ceinture grésilla de panique. Base, ici Kevin. Nous avons perdu le contact avec l'équipe d'extraction. Kevin Reed, l'homme à tout faire qui fournissait des victimes à ce réseau depuis des années, gagnant la confiance pour ensuite la trahir. Marcus appuya sur le micro, la voix calme d'un soldat de carrière signalant un contact. Kevin, ici Marcus Cross. Un silence de mort. Puis la voix de Kevin, tu connais ce nom, n'est-ce pas? Sarah Cross, la fille que tu vends à tes clients malades depuis 2 ans. Crois. Comment as-tu? Elle est libre. Ses amis sont libres. Et je viendrai vous chercher tous, bande de salauds. Marcus envoya une nouvelle balle dans le bloc moteur du SUV. De la vapeur siffla dans l'air nocturne tandis que le liquide de refroidissement se mélangeait à l'huile sur le métal brûlant. Les agents de sécurité restants sortirent de leur cachette et coururent vers la berline blindée. Grave erreur, fuir faisait d'eux des cibles plutôt que des menaces. Marcus suivit le premier à la lunette, avança légèrement la cible, appuya sur la détente et l'homme s'effondra comme un sac de viande, son fusil s'envolant dans l'obscurité. Le deuxième entrepreneur atteignit la berline, s'y engouffra en hurlant des ordres. La voiture blindée fit une marche arrière brutale, les pneus patinant sur le gravier, descendant la route de montagne plus vite que la sécurité ne le permettait. Marcus les laissa partir. Il avait une proie plus importante à chasser. Kevin, tu écoutes toujours cette fréquence. La radio grésilla, puis la voix de Reed, étranglée par la peur, tu ne comprends pas à quoi tu as affaire, Cross. Ce réseau s'étend sur 3 États ou des clients dans chaque grande ville. Tu me tues, quelqu'un d'autre prend le relais. Et puis je les tuerai aussi. Ça va jusqu'au sommet, les politiciens, les juges, les gens qui ont du pouvoir, ils t'enterreront, toi et ta famille. Marcus descendit la montagne, enjambant les corps et récupérant des munitions sur les morts. Peut-être, supplia Reed, mais tu ne seras plus là pour le voir. Crois. Attendez, votre sœur, ce qu'on lui a fait. Je peux arranger les choses. J'ai des informations, des listes de clients, des dossiers financiers, tout ce qu'il faut pour détruire tout le réseau. Marcus s'arrêta de marcher et réfléchit à l'offre. Démanteler l'ensemble du réseau signifierait que justice serait rendue non seulement à Sarah, mais aussi à la fille de Brennan et à des dizaines d'autres victimes. Où, demanda-t-il. Là où mon atelier est caché, derrière la combinaison 7419 de l'armoire à outils. Tout est documenté. Assurance. Ces riches n'aiment pas les détails incomplets. J'ai gardé des preuves pour qu'ils ne puissent pas m'éliminer. Malin. Kevin. Oui.
Merci pour les aveux. Marcus éteignit la radio et rangea la preuve. L'atelier n'était qu'à 8 kilomètres, par des routes de montagne sinueuses qui le conduiraient au-delà du complexe principal. Il était temps de terminer ce qu'il avait commencé. Il était temps de s'assurer qu'aucune autre famille ne subisse ce qu'elle avait enduré. L'air nocturne était froid et âcre, avec un goût de pain et de poudre à canon et une justice qui se faisait attendre depuis longtemps. Marcus Cross avait du travail, et Kevin Reed l'attendait, probablement en train de préparer ses dossiers et de fuir pour sauver sa vie. Mais il n'y avait aucun moyen de fuir le genre de guerre que Marcus semait.